quantique est l'exemple pédagogique le plus clair, non? Qui est de dire un pêcheur à la ligne, non? Un pêcheur à la ligne newtonien, non? De la physique de Newton. Il va pêcher, s'il sort un poisson, il peut être sûr que c'est parce qu'il était dans la lagune, dans l'étang. Les pêcheurs quantiques, c'est parce qu'il met la ligne qu'autour de l'hameçon, il y a la possibilité de que se matérialise un poisson. Lui, il rigole parce que dans sa tribu, c'est comme ça. Mais pour nous, les Occidentaux, ça c'est beau. Que les poissons se matérialisent autour de l'hameçon. Non, vous comprenez l'exemple, non? C'est-à-dire qu'au fait, le réalisme en science, depuis la révolution quantique, a pris un sacré coup, parce que c'est un peu compliqué de dire à quoi faire référence. Alors, donc, en science, l'idée d'Adam, aucun problème. Vous savez qu'est-ce qui fait office de vérité en science aujourd'hui? Non, vraiment, vous savez pas? La quantité de publications dans un sens. C'est-à-dire que la quantité de publications qui affirment quelque chose font office de vérité. C'est-à-dire qu'est considéré comme vrai, bon, vrai c'est scientifiquement vrai, donc réfutable à la fois, non? C'est-à-dire en science, pour qu'elle soit vraie, il faut considérer aussi qu'elle peut être réfutable. Comme dans les autres domaines aussi, l'opinion. Mais absolument. C'est là où c'est absolument épocal. La dispersion est absolument épocale, tout à fait. C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire de la même façon que le réalisme réunit les réalistes scientifiques, dont Einstein, et les derniers des rabbins, curés ou ayatollahs fanatiques, dans les contractualistes, pour dire comme ça, il y a l'ensemble de la communauté scientifique actuelle, chose que je répète évidemment, mais effectivement, les élections sont faites sur ce critère-là, les choix du gouvernement, les choix économiques, les devenirs profils de l'individu, le profilage. C'est ça, le profilage, c'est petit à petit être ordonné et formaté par le quantitatif. Vous savez ce que j'ai appris il y a peu longtemps, alors je suis très fier, de ce qu'on appelle un like. Vous savez qu'est-ce que c'est un like? Voilà, moi je ne savais pas que c'était un like, alors quelqu'un m'a dit il faut que tu likes. Je pensais laïque, l'école laïque. Voilà. Alors donc effectivement, ça c'est un truc que je ne connaissais pas le mot, mais quand même c'est absolument mon champ de recherche. C'est-à-dire comment le cerveau est modifié par rapport au rapport quantitatif. Comment les structures qualitatives plus subtiles et complexes vont s'atrophier à l'intérieur. Et alors oui, effectivement, le contractualisme est aujourd'hui l'hypothèse dominante dans les sciences comme dans tout. Bon. Alors, c'est un rapport avec la frontière. C'est quoi le rapport avec la frontière? C'est-à-dire, ici, ça n'existe pas. Donc, il y a même les contractualismes, qui est quand même à tel point l'idéologie dominante actuelle. Vous savez, c'est à chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Ou par exemple, la tyrannie du plaisir, c'est-à-dire à moi ça me fait plaisir, si c'est ton plaisir. Donc le plaisir c'est absolument dispersif, parce que chacun son plaisir. Effectivement, le plaisir croit les pauvres humains est très singulier. On va le laisser croire, mais chacun croit que son plaisir est absolument singulier. Mais en tous les cas, les conséquences de cette croyance-là est dispersive. Vous comprenez? Par rapport, c'est clair, c'est dispersif. Une chose, c'est agir par rapport à une loi commune, et autre chose, c'est agir par rapport à quelque chose qui est une sorte de plaisir que chacun aurait de façon différente. Non, la blague, c'est que quand on voit cette
feu d'artifice de la liberté dans lequel chacun a son plaisir, tout se passe d'une façon très drôle parce qu'ils sont tous regroupés dans le même endroit. C'est-à-dire que les plaisirs si singuliers et encore plus disciplinaires que la pire des lois strictes. Comment on parle pour autant? Parce qu'on a un film en montrant. Oh, on est bien, je pense. Non, c'est bien. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, nous, ça nous renvoie directement à notre champ d'action, c'est la culture de chacun ses goûts, quoi. Absolument, chacun ses goûts. Il faut respecter les goûts, parce que les goûts ont un soubassement non dit implicite des libertés. N'est-ce pas? On assimile, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis par rapport au plaisir, non? Moi, que je travaille effectivement dans la question de les transformations quantitatives, non? Dispersives, par rapport au cerveau, c'est très très drôle en tant que chercheur de voir que ce que dans les discours, non? Dans les discours est absolument dispersif. Chacun son plaisir, c'est ton plaisir, c'est mon plaisir, c'est intransmissible le plaisir, vous savez, mais c'est des trucs en plus comme moi, malheureusement pour gagner mes raviolis, je continue à faire de la psychiatrie, la psychanalyse 2 fois par semaine, je demande pardon, je continue. Et les mambos qui se font les gens sur la singularité de leur plaisir est tellement dispersive qui fait qu'effectivement, on est dans un rapport dans lequel je n'ai aucune idée de moi par rapport à mon couple. Qu'est-ce qu'elle peut sentir? Est-ce que moi je peux sentir? Non, c'est ce qui... Ah bon? C'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Si c'était Cosy qui était assis à côté de moi, je n'aurais pas fait des gestes. Pourquoi pas? Non pas parce qu'il soit noir, mais parce qu'il est un homme. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs négatifs. Ça devient positif. Ça devient positif. Ah, non, mais toi, ça, là, tu es terrible. On dirait que tu as trouvé pour quelque chose. Bon, vous avez dans les vécus dispersifs, imaginaires, les dispersifs comme liberté. Cette idée qui est effectivement, en fait, en quoi c'est matérialiste et dispersif? Dans l'attaque à tout lien. Ah ça oui, les liens sont attaqués, n'est-ce pas? Dans le dispersif, il y a l'attaque des liens. Mais attaque des liens ne veut pas dire vraiment dispersion. Vous comprenez? C'est là où il y a le truc. Les trucs. C'est là où il y a les trucs. Un peu comme les Chiliens, ils comprennent. Les trucs. Et là, c'est là où il y a les trucs. C'est-à-dire que je me dis, excusez-moi, c'est les anti-inflammatoires que j'ai pris qui sont en effet quand même... non, pas florissants, sont en fait dissociatifs. Et le truc est que ce qui est dispersif, attaque les liens, mais ne provoque pas une véritable dispersion, comme le mot il est dit. Il provoque au contraire une agglutination grégaire. Vous voyez? C'est-à-dire que la dispersion, alors attaque des liens, pourquoi? Parce que, ben voilà, chacun le voit comme il veut, non? Il n'y a pas de classe ouvrière, il n'y a que des gens qui travaillent et qui négocient avec leurs patrons. Il n'y a pas des familles, il n'y a que des individus. On adore ça, il y a les droits des individus. Les droits des individus, ça veut dire que ton môme est dans la merde et tes parents sont dans la merde, parce que les droits des individus, ça veut dire que tu n'as plus aucun type de responsabilité qui va de soi, de type mafieuse, dans laquelle tu dis, bon, il me fait chier, mais c'est mon papa, il me fait chier, mais c'est mon fils. Non? C'est-à-dire que, vous voyez, dans la dispersion, il y a toujours cette ersatz des libertés, des droits gagnés, vous voyez, comme ça, dans lesquels petit à petit, l'autre, on laisse tomber. Alors, on s'attaque au lien. On croit qu'en s'attaquant au lien, on crée une palette très large des possibles. Et au fait, la conclusion de l'attaque au lien est la restriction de la palette. C'est-à-dire que plus les gens sont sérialisés, plus les gens sont individus, pas comme ça, toi, tu peux pas. Plus les gens
sont individus, plus ils sont dans l'entonnoir grégaire du même. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et bon, ça c'est vraiment un jour, ceux qui auront le courage ne pourront pas échapper, parce qu'un jour je vais le présenter, parce qu'on me recherche, vraiment, je sors un bouquin là-dessus, n'est-ce pas, sur les cerveaux et les modifications cérébrales par rapport à ces pratiques-là. C'est fantastique d'un point de vue de la recherche. C'est fantastique d'un point de vue de la recherche parce qu'il y a cette perversion, vous voyez les trucs, non? C'est-à-dire, on dit la dispersion est réelle, puisque ça casse les liens. Vous voyez, c'est-à-dire que l'autre con qui est en train de polluer, bah, effectivement, c'est un lien cassé avec l'environnement. Et avec l'environnement, c'est-à-dire quoi? Avec ses enfants, avec les enfants de l'espèce, n'est-ce pas? Avec les ancêtres qui ont créé ça. Ils cassent les liens. Alors on dit, oui, mais parce que c'est son mode de vie. Non. Qui casse les liens, c'est quand même fantastique. Hein? Je vais vous passer une annonce aussi pour un bouquin que je sors qui parle de ça. C'est bien, je le sors en France. C'est-à-dire qu'au fait, qui casse des liens dans sa pratique, et ça d'un point de vue, parce que je sors un bouquin sur la psy en France. Hein? Je vais vous inviter à la présentation. Et effectivement, ma constatation après 30 années de pratique en psychiatrie, c'est-à-dire qui casse des liens, loin d'aller vers des pratiques libres, inventives, je ne sais pas quoi, qui casse des liens, par massification, devient du même. Vous voyez? C'est grégarisme. Grégarisme, c'est un grégaire. Il y a un effet de grégérisation, massification, vous voyez, c'est très intéressant. Alors, juste pour présenter les autres, parce que cette barrière, vous verrez, cette barrière elle est très très importante, c'est la question fondamentale, cette barrière-là. Il y a une autre barrière là, on va la voir plus tard, si mon épouse me le permet. Et donc, on a nommé le réalisme, qui est la traduction. On a nommé le contractualisme sur lequel il faut revenir parce que c'est la position dominante actuelle. Et on va nommer l'universalisme. Alors l'universalisme c'est quoi? L'universalisme est l'hypothèse d'après laquelle il n'y a pas de traduction. Ils détestent les traductions, les universalistes, parce qu'ils disent que c'est une biologisation ou que c'est un fondamentalisme. Ils détestent ça, les universalistes. Ils ne veulent pas de contractualisme non plus, parce que le contractualisme est quand même, voilà, qu'est quantitatif. Alors, ils disent, c'est ni purement quantitatif, ni traductif. Les modes de relation, d'action, etc., bon, ce qui fait vérité, hein, ce qui fait la différence entre vrai et faux, etc., est ancré donc. Dans le contractualisme, c'est clair, pas ancré. Dans la traduction, hyper ancré. Dans l'universalisme, il est ancré dans quelque chose de conventionnel quand même, mais à ce niveau-là, qui est ancré donc historiquement. Vous voyez? On va dire dans l'universalisme, par exemple, les droits de l'homme sont ancrés dans la Révolution française. On va dire les droits des peuples sont ancrés dans la lutte pour la décolonisation. Et alors, si on dit les droits des femmes, par exemple, voilà, tous les droits, on va dire, sont tous ancrés dans une référence historique. Alors, si on dit, non mais, les droits des peuples ont une racine, une territorialisation ici, non, avec ces champs qu'on peut appeler comme on veut, biologiques, l'être, comme on veut. Alors, si on dit les droits des peuples sont ancrés ici, c'est une discussion. Vous voyez, par exemple, les Basques. Les Basques, il y a deux tendances dans les Basques, non? Ils sont tous d'accord pour mettre des bombes, mais ils ne sont pas d'accord pour quoi. Et il y a des Basques qui vont dire être Euskadi est historiquement fondé. Bon, je ne vois pas pourquoi ils sont si énervés, c'est historiquement fondé. Alors, effectivement, ce sont les moins nerveux, disons. Et il y a des autres qui disent Euskadi,
tu rigoles, on a une RH, non, par les autres du sang, non, ça refus. Un refus. Non, on a un refus négatif beaucoup plus haut. Vous savez, les refus en général courants, à 80%, c'est le refus positif. Bon, il s'avère que les Basques, ils sont en majorité refus négatifs. Et donc, il dit, vous comprenez, bon, si vous voulez, vous comprenez, mais bon, c'est-à-dire, voilà, vous êtes une bande des mariages entre vous, n'est-ce pas? Et effectivement, voilà, c'est-à-dire, bon. Mais eux, ils disent, on a des refus négatifs, plus notre langue est une langue qui vient de nulle part. Vous voyez? Alors, les refus négatifs, la langue qui vient de nulle part, jouer au tennis avec la main et avec une balle dure, etc. Et bon, il évoque, les peuples basques, par exemple, évoquent ça, évoque peuple basque ancré ici. Alors, personne ne peut nous comprendre, personne ne peut vous comprenez. Et il y a des tendances que même à l'époque où ETA existait encore, je pense qu'elle n'existe plus, mais enfin, il y a des courants très radicaux quand même encore. La bagarre, c'est ça, parce qu'il y a des tendances qui ont envie de dire et basque, c'est lui qui habite en Euskadi. Et c'est un peu compliqué parce qu'il dit si c'est basque, c'est lui qui habite en Euskadi, il va se remplir des Espagnols, des Castillans, des Français, et demain, Euskadi n'existera plus. Vous comprenez? Donc il existe, vous voyez, donc par rapport au troisième mode des rapports avec la frontière, il y a cette énonciation d'un universel historique. Donc c'est vrai parce que c'est historique. Mais, et ça c'est fondamental, pour pouvoir être ancré historiquement, il faut adhérer absolument à une théorie téléologique de l'histoire. Il faut adhérer à que l'histoire a un sens. Il faut adhérer au fait que ce qui s'est passé à la Révolution française, ce n'est pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est quand même fruit de l'évolution de la lutte des classes, de l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour m'ancrer, c'est même les talons d'Achille des universalistes, non? Que comme nous sommes dans une époque dans laquelle il est très difficile d'adhérer rationnellement, je veux dire, après, je vais parler de ce qu'il veut, mais très difficile d'adhérer rationnellement au fait que l'histoire a un sens, qu'il y a un progrès, etc. Comme il est très difficile d'adhérer à ces hypothèses-là, c'est les talons d'Achille des universalistes. Jean-Michel Besnier, qui va venir nous parler, lui, il est un universaliste. Lui, donc il dit les stades d'humanité de l'espèce humaine, non, de la culture humaine, est un stade supérieur par rapport à les stades tribal, les stades, je ne sais pas quoi. Donc, bon voilà. Alors cette barrière-là, je dis justement, après on fait une pause, on regarde le film, je vais dire qu'est-ce que c'est le film quand même. Et cette barrière-là est des problèmes fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'au fait, la technologie, la haute technologie associée à la macroéconomie, la vérité c'est que c'est indissociable aujourd'hui, les pratiques macroéconomiques de la pratique technologique, parce que leur socle commun est le remplacement du monde par les modèles digitaux. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui les rend consubstantiels. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous voyez bien ce que je veux dire, ce n'est pas que les laboratoires sont financés par les capitales, bien entendu, et qu'ils ne font que des recherches qui apportent des sous. Ça, c'est un fait. Mais c'est un fait même périphérique, aussi important soit-il, c'est énorme. Parce que, effectivement, vous imaginez que Monsanto, il a tous les sous qu'il veut pour chercher dans l'essence des OGM, en tant que quand on veut faire une recherche non OGM, etc., bah, on n'a pas de sous. Non? Et alors c'est très important, effectivement,
cohabitation coupable entre la banque et les laboratoires est très très coupable, à tel point que même la perversion actuelle, quand on dit il faut limiter les OGM, etc., les collègues vraiment pas, je ne dis pas les banquiers, les collègues qui sont des biologistes moléculaires, ils disent tu es obscurantiste parce que tu t'opposes à la liberté de la science. Or, je crois qu'il faudrait remonter au Moyen-Âge, à la chimie, pour arriver à des moments où la science était si peu libre qu'aujourd'hui. Parce que la science, elle est attelée directement à la banque. Hein, c'est-à-dire que c'est presque impossible de faire des recherches autres qu'en épistémologie, ou des champs un peu qui, depuis la périphérie de la science, s'occupent des sciences, si vous n'avez pas de crédit. Et ceci encore pire, je vous assure que pour les gens avec lesquels je travaille, que vraiment, c'est-à-dire, on a besoin juste d'avoir envie et le temps. Vous voyez, envie et le temps, parce qu'on n'a pas besoin de laboratoire. Et bien quand même, la question du financement de la recherche arrive à la première réunion des laboratoires. Vous voyez, c'est un truc qui a colonisé la tête. Bon, aussi grave soit-il la mainmise de la banque sur la recherche, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que la macroéconomie comme la haute technologie ont remplacé le monde par la modélisation digitale du monde. C'est-à-dire que là, on dit toutes les deux, hein, mais à vrai dire c'est la même. Hein, c'est-à-dire que la haute technologie aujourd'hui est en train d'agir sur le monde, non, à travers des modèles qui ont comme objectif réduire les mondes à ces modèles. C'est-à-dire quoi réduire les mondes à ces modèles? Ça signifie que, un exemple en biologie, si tel environnement ne se prête pas pour tel type de production extensive, de culture extensive de quelque chose, eh bien que cela ne tienne. On modifie l'écosystème. Et si l'écosystème résiste, ben on modifie ce qui résiste à l'écosystème. Pour chercher l'uranium, par exemple, dans la cordillère des Andes, on est en train de transporter des glacières, non, de l'Antarctique vers le nord pour prendre de l'eau. Et toute la région du nord-ouest, même le nord-est de l'Argentine et tout le nord du Chili, alors là c'est fini, quoi, toutes les ressources d'eau sont en train d'être établies pour la recherche de la minerie en ciel ouvert. Vous voyez? C'est-à-dire que, donc, tout dans la nature, tout dans l'écosystème résiste à ça. Eh bien, le modèle macroéconomique associé au modèle technologique a comme fonction que tout ce qui résiste ici est considéré d'après la théorie aujourd'hui dominante, qui est la théorie de l'information, hein, la théorie de l'information, et si quelqu'un veut comprendre quelque chose du monde actuel, il faut éteindre la télé, la radio, les journaux, et étudier la théorie de l'information. Vous étudiez la théorie de l'information, vous comprenez le monde. Pourquoi? Parce que tout est basé sur la théorie de l'information. C'est-à-dire que tout est information, et de temps en temps, il y a du bruit. Les bruits, ça veut dire ça, vous comprenez? Ça veut dire que ces trucs-là que des rengards appellent les mondes réels, quelque chose fait dysfonctionner des modèles digitaux à travers lesquels on agit. Hein? Alors, effectivement, nous allons travailler sur cette barrière-là. Après, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on met une barrière ici, si on met des particules élémentaires. Hein? Mais disons que quand on essaie de comprendre l'unité, quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait unité, hein, qu'est-ce qui fait une organisation, hein, par rapport à la dispersion, hein, il est très important de comprendre à quoi nous appelons unité, n'est-ce pas? Alors nous appelons unité
à un système dans lequel, entre ces trois étages-là, existe un fonctionnement, disons, au moins non de destruction. Au moins de non-destruction. Hein, c'est-à-dire dans lequel il y a quelque chose de ces formes-là, de vie, de vivant, qui peuvent se développer, que ce soit des formes de la culture, des formes de vivant. Et alors... Excuse-moi, je me suis pas sûr que tu aies défini finalement ce que tu appelles le mix. Le mix, ouais. Non, parce que je n'ai pas défini. Oui, non, parce que ça va être trop tout ensemble. Donc j'avance pas à pas. On va voir ça après le dîner aujourd'hui. Ce que tu disais de la digitalisation nous fait penser à cette nouvelle de Borges, où il y a une carte, j'ai vu ça très longtemps, je me souviens très bien, il y a une carte qu'il doit avoir, enfin qu'on fait à l'échelle du territoire lui-même, et qui finit par recouvrir, enfin par, on va dire, dissoudre le territoire sous la carte. Bien sûr. Je me souviens Bien sûr, tout à fait. C'est l'idée que la carte prend la place du territoire. Oui, c'est ça. Hein, la carte prend la place du territoire. Alors, par rapport à du GPS, non? Hein? Du GPS, non? Bah, le GPS, c'est très drôle parce que moi, chaque fois que j'essaie d'utiliser le GPS ne fonctionne pas. Il dit des trucs un peu surréalistes. Je suis content, ça me plaît. Mais effectivement, c'est-à-dire, une des recherches, vous savez, parce que je le répète à chaque fois, une des recherches que j'ai fait en neurophysiologie était les modifications des noyaux sous-corticaux qui s'occupent de l'orientation temporo-spatiale par l'utilisation du GPS. Comme une atrophie. Non, effectivement, c'est les noyaux sous-corticaux en question qui s'occupent de cartographier les territoires et le temps. Cette atrophie, parce qu'effectivement, on va remplacer une cartographie avec, pour le dire avec les mots qu'on utilise, la cartographie de noyaux sous-corticaux est une cartographie, pour le dire ça, avec frottement. Vous comprenez, avec frottement, avec le réel. Hein? C'est-à-dire que c'est construit par frottement. Frottement, c'est-à-dire rapport avec le réel. Je peux produire ici une carte, je peux la dessiner, mais une carte qui est par frottement avec ce qui se passe ici. Non? Et alors, effectivement, le GPS fonctionne qu'ici. Oui, puis en plus, toi, tu cherches certainement à aller là où le diable a perdu son point de chaud. Donc, le GPS ne connaît pas. Voilà, par exemple. L'expression géniale. J'aimais. Je vois que c'est un TC auto-attaquant. Hein? Et alors, moi, c'est le boulot que je fais, c'est-à-dire comment la technologie, hein, par la digitalisation, petit à petit, cherche à estomper, à faire disparaître hein, ça, et tout ça est considéré comme du bruit. Hein, comme du bruit. Ouais, derrière par rapport à ce schéma, j'aurais tendance à enfin, j'en sais rien, peut-être que j'avais compris beaucoup, ça va m'aider, l'impression d'avoir des strates dans lesquelles ce qu'il y a au-dessus, c'est encore, ça marche encore par référencement, là où cette étape de digitalisation elle est complètement auto-référencée. Et du coup, ce serait encore une autre barrière que... Et si, mais ça c'est ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils pensent à la digitalisation d'elle-même. Mais nous, on n'est pas dupes. Nous, on est au courant des choses. Oui. Je vais donner des modes épistémologiques d'unification. Je vais vous expliquer un tout petit peu, à partir de ces points-là, des modes d'unification, les modes possibles d'unification. Si nous sommes dans le contractualisme, hein, la théorie contractualiste, et tout est question des mots et d'accords. Alors, les modes d'unification dit, par rapport au réel, qui est plus ou moins on les nie, plus ou moins on les nie, l'unité est une question de nomination seulement. Hein, c'est l'archinominalisme. Hein, ce n'est qu'une question de nomination. Alors, l'exemple que je vais vous donner, voilà, je le cite. C'est les trains de midi 45. En plus, je le cite avec une exactitude toujours, je cite le même train, je pourrais changer, je pourrais dire c'est de 13h15, maintenant midi 45.
des midi 45. C'est quoi les trains des midi 45? Les trains des midi 45 est un train qui part de la gare de l'Est pour aller à Strasbourg à midi 45. Mais les trains des midi 45, dans sa matérialité, non, je peux les faire partir à 13h ou à 13h15. Ben, ça sera toujours les trains de midi 45. Je peux, ça c'est la temporalité, hein, ça fait partie de la matérialité. Je peux les changer tous les wagons. Il y aura toujours les trains de midi 45. Je change les wagons, la locomotive, et il part à 1h30. Ah, ben, c'est toujours les trains de midi 45. Et un jour, je dis, les trains de midi 45 ne circulent pas, il est supprimé. Ben, c'est toujours les trains de midi 45 qui est supprimé. Okay. Donc les trains de midi 45, c'est les modes de nomination contractualistes. Ce que j'appelais tout à l'heure contractualiste. C'est-à-dire que tout est une question de nomination. Comment je nomme les choses. Il n'y a aucune unité. C'est comme je nomme les choses. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais en biologie, le nominalisme est fantastique. C'est des choses que j'arrive à dire les gens du tournant linguistique par rapport à la biologie. D'un point de vue nominaliste, c'est fantastique de nier tout ce qu'à nous semble des évidences. Non, c'est tout question de... Donc, question de nomination. Alors, l'unité par nomination, c'est ça, c'est les 30 et midi 45. L'unité par agrégat, l'unité par agrégation dit quelque chose existe tant qu'elle maintient les parties qui la composent, les parties qu'on peut appeler les parties extensives. Pour parties extensives, on va dire les parties touchables. Non? Alors bon, voilà, c'est l'exemple de la bagnole. Hein? Je vais chez le garagiste, voilà, je laisse ma bagnole, et je viens 3 jours après, le mec il dit, ah, j'ai changé quelque chose, monsieur Miguel, ah oui, quoi? Il dit, bah, j'ai changé les moteurs, hein, j'ai changé les châssis, hein, j'ai changé les sièges. Bon, je ne sais pas que. Ah oui, il y a les roues aussi, une bagnole aussi. Je ne suis pas peu de bricoleur et je ne commencerai pas. Et alors, donc, mais quand même, au bout d'un moment, les châssis, les moteurs, les sièges et les roues, j'ai dit, non, les mecs, à mon avis, il m'a changé la bagnole. En revanche, donc, l'unité dans un agrégat. Et tout artefact est un agrégat, ça c'est un agrégat aussi. Hein. L'unité dans un agrégat peut arriver à des niveaux de connexion complexes, mais à partir des parties simples. Non? En revanche, un organisme, l'exemple de l'organisme, c'est voilà, ma femme a un enfant, voilà, je suis très content, voilà, Felico, et mettons que je ne sois pas en latinos, non, que je sois en allemand, non, et je ne sais pas, un mois et demi en voyage d'affaires. Je sais, parce que pour un latinos, partir 1 minute et demie après l'accouchement, déjà c'est trop. Mais mettons, un allemand, il dit, gros, j'ai des affaires à faire, et il part 1 mois et demi et il laisse sa femme et les petits nouveau-nés. Il revient, au bout d'un mois et demi, c'est même beaucoup. Il trouve Perico, il dit, oh Perico, comment ça va? Il reconnaît Perico, peut-être, il me reconnaît, je sais pas. Non, je ne pense pas, mais enfin. Il reconnaît Perico, c'est Perico, mon Perico, il est très content. Or, Perico, au bout d'un mois, il n'a plus une molécule de celle qu'il y avait il y a quand il est né. Plus une molécule. Il a perdu toutes les molécules et il a capturé les molécules de son environnement, en général la tête de la maman, hein, et à travers ce qu'il a capturé, il a reproduit ces parties extensives. Mais donc l'unité dans l'organisme, dans ces niveaux-là, dans les niveaux organiques, ça c'est les champs biologiques, c'est les milieux organiques. L'unité dans le milieu organique est due à la perte des parties extensives. C'est-à-dire qu'il faut perdre. Il faut perdre. Vous voyez, dans les niveaux contractualistes, l'unité est due à la nomination.
Dans les niveaux agrégatifs, l'unité est due au maintien des parties extensives, sinon ce n'est plus. Mais dans l'organisme, dans tout organisme vivant, l'unité est due, elle est sous condition de perdre. Et le vieillissement et la mort, c'est quand on commence à un peu garder trop. C'est-à-dire quand il commence à les os, certains organes commencent à ne pas se régénérer, d'abord pas se régénérer si vite, et deuxièmement à garder les parties extensives. Et un cadavre, c'est quoi? Un cadavre, c'est quand un organisme devient de pure partie extensive. Vous voyez? Alors, ça c'est dans les champs biologiques, tout se passe comme ça. Dans les champs biologiques, tout est organique. Dans ce qu'on appelle les mixtes, la langue, la technologie, la macroéconomie, l'urbanisme, je ne sais rien, etc., fonctionnent comme des organismes. C'est-à-dire que capturent des éléments pour se développer. Mais pourquoi on dit que c'est mixte? Mais parce qu'ici, il n'y a pas ce qu'on appelle, d'un point de vue biologique, la autopoïésis. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se reproduire tout seul et il ne peut pas produire l'énergie qu'il lui faut. Donc, il capture du champ biologique ce qu'il lui faut pour avoir l'énergie qui lui permet, dans ces cercles en permanence, de se développer. Une langue ou une ville sont des exemples simples. C'est-à-dire une langue est un mixte. Il existe comme un organisme vivant. Il capture de nouveaux mots, perd des mots, même, c'est-à-dire, c'est pour ça que les discussions sur la linguistique sont toujours un peu biaisées, parce qu'une langue qui ne perdrait pas des mots et qui ne gagnerait pas des mots, serait une langue morte, vous voyez. Alors, c'est quoi? Une langue vivante est une langue qui, dans ses va-et-vient, en capturant pas que des hommes, capture des hommes, des territoires, des paysages, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une langue qui toujours émerge d'un ensemble conflictuel ici. Non, il capture tout. L'homme est fondamental, mais l'homme n'est pas du tout suffisant pour qu'une langue existe. Une langue a besoin de tout un soubassement très profond qui inclut l'homme, mais ne se réduit certainement pas à l'homme. Quand une langue, tout à coup, perd des rapports avec le soubassement, devient un agrégat. Elle meurt. Donc, pour une ville, c'est pareil. Une ville, voilà, une ville, ce n'est pas ses habitants, ce n'est pas ses maisons, ce n'est pas ses rues, c'est quand même quelque chose qui se comporte, donc tout ce qu'il y a ici se comporte comme un organisme, ou pour le dire de façon plus précise, a un fonctionnement organique, mais est un mixte parce qu'il n'est pas autopoïétique. Est un mixte parce qu'il dépend de la capture des éléments organiques et vivants. Ici c'est organique et non autopoïétique. Ici c'est organique et autopoïétique par rapport à organique et non autopoïétique, c'est pour être plus exact, non? Donc tous les mixtes ont besoin de cette capture-là. Alors, juste pour dire, qu'est-ce qui se passe avec la technologie et la macroéconomie? La technologie et la macroéconomie, en guerre ouverte avec ces milieux-là, en guerre ouverte, il me semble que les modèles doivent prendre la place du territoire. Toute victoire de sa part est une victoire à la Pyrrhus. Parce que plus la technologie ou la macroéconomie triomphe sur les champs biologiques, on va dire comme ça, plus elle se condamne à mourir. Parce que le triomphe de la macroéconomie ne peut pas être comme le veulent certains, disons pas macroéconomie, mais disons le triomphe de la vie artificielle, mettons. Et le triomphe de la vie artificielle ne peut pas être, comme le veulent la plupart des collègues, le triomphe
savez, les transhumanistes qui parlent de l'émergence des nouvelles singularités, des nouvelles formes d'organisation qui dépassent les limites de la vie, etc., etc. Eh bien, tout triomphe de ces projets-là de la plus haute technologie est un triomphe qui condamne de surcroît la haute technologie. Pourquoi? Eh bien, parce que si vraiment écrase le soubassement du champ biologique, elle meurt. Alors pour le moment, bien entendu, tout écrasement est une chimère négative. On ne va pas dire les mots de l'utopie, non? C'est une chimère négative. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'une des conséquences actuelles, déjà, de cette bagarre dans laquelle pour le moment c'est la haute technologie qui gagne la main par rapport au vivant, une des conséquences est la destruction du vivant, la dispersion du vivant, et donc les désastres écologiques, les désastres économiques, les désastres sociaux et les cancers, les mutations absolument sans savoir vers où ça va, n'est-ce pas? D'accord? Alors, par rapport à cette question de l'unité, on avait sélectionné, parce que pendant très longtemps pour les chercheurs, la question de qu'est-ce qui fait unité, donc qu'est-ce qu'est une unité, posait problème, ça continue à poser problème. Est-ce que l'unité est, comme le veut l'idéologie postmoderne actuelle, donc dominante? Est-ce que l'unité c'est l'individu de l'espèce? Non? Ou est-ce que l'unité c'est l'espèce? Est-ce que l'unité c'est la collectivité ou est-ce que l'unité est l'individu? Donc cette question de qu'est-ce qui fait unité, aujourd'hui se pose d'une façon aiguë, parce que comme grâce aux nouvelles technologies en biologie, on peut hybrider les corps humains à tel point que l'unité du corps n'est plus une unité en soi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut par hybridation, mutation, transplante, je ne sais rien, non? On peut arriver à casser cette unité-là. Le problème de qu'est-ce qui fait unité et comment fonctionne une unité est un problème fondamental. C'est-à-dire, c'est là où je disais en commençant cette séance de séminaire dans laquelle on va aller vers la question de l'organicité, les problèmes principaux, c'est le problème des rapports entre les parties et le tout. Alors donc, on a sélectionné, on n'a pas trouvé vraiment ce qu'on voulait, mais bon, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous connaît un film qu'ils ont fait des biologistes il y a quelques années qui s'appelle Atavid, la cité des fourmis, non? C'est un documentaire qu'ils ont fait, peut-être on a cherché mais on n'a pas trouvé. Au fait, on a sélectionné 3 exemples qui en biologie et en épistémologie sont des exemples parlants qui permettent de un peu discuter. Donc c'est un peu, c'est une pause. Je me demandais, c'est avant de passer peut-être autre chose, c'est de savoir si peut-être on ouvrait un petit peu la discussion, s'il y avait des questions. D'accord, donc les 3 exemples qu'on va montrer juste comme ça. Peut-être faire une petite pause si vous voulez faire une petite pause. Les 3 exemples typiques sont des exemples des fourmis, parce que dans les cas des fourmis, c'est une discussion que pour les gens peut-être de ma génération